Cette histoire m'a complètement retourné. C'est Bel Ami de Guy de Maupassant. Et là, on plonge dans la psychologie, mais glaçante d'un prédateur social. C'est vertigineux. On suit un certain Georges Dureau et on le découvre au fond du trou, sans un sou, à Paris. Et c'est l'histoire d'un homme qui a tout gagné en partant de rien, mais qui n'a aucune qualité, aucun talent particulier. C'est fou, non? Et toute son ascension se joue dans les coulisses impitoyables de la presse, de la finance et de la politique à la fin du 19e siècle. Un monde où l'ambition est une religion et où il n'y a pas de péché, il n'y a que des faux pas. C'est exactement ça. Alors, au tout début, on rencontre ce Georges Dureau. C'est un ancien sous-officier. Il revient d'Algérie et il vivote avec un salaire de misère au chemin de fer. Il est complètement fauché. Ah oui, il lui reste 3 francs 40 en poche pour finir le mois, quoi. Il est amer, il est frustré, mais il a une chose pour lui. Il est bel homme, il porte beau. Oui, Et il arpente les boulevards parisiens avec une arrogance folle, comme s'il était le maître de cette ville qui, en fait, ne veut pas de lui. et ça, c'est un point de départ psychologique qui est essentiel. Sa situation, elle n'est pas juste économique, elle est existentielle. Il est rongé par le ressentiment, cette conviction profonde qu'il mérite tellement mieux. Oui, il se sent floué par la vie. C'est ça. Il observe le luxe, les belles voitures, non pas avec admiration, mais avec une haine, une envie féroce. Il n'a aucun talent, aucune éducation, mais il a une conscience aiguë de son unique capital, son charme, son physique. Et pour lui, ce n'est pas un atout de séduction, c'est une arme. Une arme de guerre. Et l'occasion de s'en servir, elle ne va pas tarder. Un soir, par le plus grand des hasards, il tombe sur un ancien camarade de régiment, Charles Forestier. Et là, c'est le choc. Ah oui, Forestier, lui, il a réussi. Il est journaliste politique dans un grand journal, La Vie française. Il gagne bien sa vie, il est introduit partout. C'est l'étincelle qui va tout déclencher. c'est plus qu'une étincelle, c'est une leçon. Une leçon magistrale et brutale sur les règles du jeu à Paris. Forestier voit l'état lamentable de Dureau, son costume tout usé, et qu'est-ce qu'il fait? Il ne lui offre pas à dîner, il lui prête de l'argent pour une seule chose, un habit décent. C'est la priorité absolue. Exactement, et sa phrase est fondatrice. À Paris, il vaudrait mieux n'avoir pas de lit que pas d'habit. L'apparence n'est pas le reflet de ce que l'on est, elle est ce que l'on est. Sans le costume, tu n'existes pas. Et une fois qu'il a enfilé cet uniforme du succès, Forestier l'invite à un dîner chez lui. C'est là que tout bascule. Et juste avant ça, Maupassant nous offre une scène mais iconique. Pour aller à l'appartement, Duroy doit monter un grand escalier bourgeois. Et à chaque étage, il y a un miroir. Ah, la scène des miroirs. Il s'observe à chaque palier. Ce moment est d'une puissance symbolique extraordinaire. Ce n'est pas de la vanité, c'est une métamorphose. Il la vit en direct. Au rez-de-chaussée, il voit un pauvre type dans un costume d'emprunt. Au premier, il se trouve déjà mieux. Au deuxième, il commence à y croire. Il s'habitue à sa nouvelle peau. C'est une métaphore de la société parisienne, en fait. Paris est un théâtre. Et Duroy comprend qu'il doit devenir un acteur. L'escalier, ce n'est pas un escalier, c'est sa première scène. Et les miroirs, c'est son premier public. Il ne se découvre pas, il s'invente. À chaque marche, il tue un peu plus le Georges Duroy fauché pour faire naître un autre homme. C'est fascinant. Et arrivé en haut, il entre dans le salon, et c'est un nouveau monde. Il y a des politiques, des financiers, et surtout des femmes. Il rencontre Clotilde de Marelle, une jolie brune très piquante, Virginie Voltaire, la femme du patron du journal, mais celle qui capte son attention, c'est Madeleine Forestier, la femme de son ami. Et il sent tout de suite, avec son instinct de prédateur, que ces femmes sont la clé. Tout est là. Oui, et il a une intuition fulgurante. Madeleine en particulier, c'est son alter ego. Elle est aussi ambitieuse, aussi intelligente et cynique que lui. Mais en tant que femme de cette époque, elle ne peut pas exercer le pouvoir directement. Elle doit agir à travers un homme. C'est elle qui tire les ficelles dans l'ombre. Et la preuve arrive tout de suite. Ah oui, immédiatement. Forestier a obtenu un poste de journaliste pour Duroy. Mais Duroy est incapable d'écrire son premier article. Il est bloqué. Il n'a ni les idées, ni le style. C'est Madeleine qui va, littéralement, le lui dicter. Elle est le cerveau, il sera la façade. Donc voilà sa méthode. Elle est révélée dès le premier soir. Les femmes ne seront pas des partenaires amoureuses. Ce seront des échelons, des marchepieds pour son ascension, qu'il va utiliser et jeter un par un, sans aucun scrupule.
Chaque conquête a une fonction très utilitaire, très précise. Sa première maîtresse, c'est Clotilde de Marelle. Elle est mariée, son mari est souvent absent, elle s'ennuie. Elle lui apporte ce dont il a désespérément besoin au début de Maupassant. Un peu d'argent, un appartement pour se voir, et surtout une éducation. Une formation, en quelque sorte. C'est ça, une formation accélérée. Elle lui apprend les codes de la bourgeoisie, comment se tenir, comment parler. Et c'est ironique, mais c'est la fille de Clotilde, la petite Laurine, qui lui donne son surnom « Belle Amie ». Elle l'adore, elle l'appelle comme ça avec une affection d'enfant. C'est terrible. C'est terrible, oui, parce que ce surnom qui symbolise la tendresse va devenir sa marque de fabrique, son nom de guerre. Exactement. L'ironie est cruelle, parce qu'il n'a rien d'un ami, et encore moins d'un bel ami au sens moral. Et une fois cette première étape franchie, il passe à la phase 2, beaucoup plus stratégique. Son ami, Charles Forestier, tombe malade et meurt de la tuberculose. Le jour même de l'enterrement, du roi demande Madeleine en mariage. Attendez. Le jour même de l'enterrement de son mari. Mais qui fait ça? C'est au-delà du cynisme, là. On dépasse le simple arrivisme. On entre dans une absence totale de ce qu'on pourrait appeler la décence humaine. Pour du roi, le timing, c'est pas une question de respect, c'est une question d'opportunité. Une fenêtre de tir. Voilà. Le deuil rend Madeleine vulnérable et surtout disponible sur le marché du mariage. C'est le moment parfait pour frapper. Et elle, loin d'être choquée, elle accepte. Elle a perdu son instrument de pouvoir, elle en cherche un nouveau. C'est un contrat, une fusion-acquisition. Et ce mariage, ça le propulse. Elle devient officiellement son cerveau, son mentor. Elle lui souffle ses articles, elle lui donne des infos confidentielles. Et elle va même jusqu'à lui imposer de changer de nom. Georges Duroy devient Duroy de Cantel. C'est l'étape finale de sa réinvention. Il n'a plus seulement le costume, il a le nom. Il a effacé son passé. Mais ça ne lui suffit pas. Le pouvoir journalistique, c'est bien, mais il réalise que le vrai pouvoir, le pouvoir ultime, c'est l'argent. Bien sûr. Et pour ça, il doit se rapprocher de la source phare, son patron, M. Walter. Spéculateur de génie. Sa cible suivante est donc toute trouvée. Sa femme, Virginie Walter. Une femme plus âgée, très dévote, et qu'il méprise ouvertement. Mais ça n'a aucune importance. Il la séduit froidement, méthodiquement. Une conquête purement stratégique. Ce qui est fascinant dans cette liaison, c'est qu'elle est clinique. Il n'y a aucun désir. C'est une opération de renseignement. Et elle porte ses fruits. Grâce à elle, il va être mis dans la confidence d'un énorme scandale politico-financier, une affaire de spéculation sur la dette du Maroc. Arrêtons-nous une seconde sur ce journal, La Vie française. Ce n'est pas juste un décor, c'est un personnage à part entière, non? Ah mais tout à fait. Maupassant nous montre que la presse de l'époque, loin d'être un contre-pouvoir, est le moteur du pouvoir. La Vie française, c'est un journal d'argent. L'information n'a de valeur que si elle peut être monnayée, en cash ou en influence. On ne vend pas des nouvelles, on lance des rumeurs pour faire chuter un ministre. Ou pour faire monter le cours d'une action. Exactement. C'est une critique d'une modernité qui est effrayante. Et l'affaire du Maroc en est l'illustration parfaite. Le journal, dirigé par Walter, en complicité avec le ministre des Affaires étrangères, mène une campagne de désinformation. Il publie des articles qui affirment que la France ne colonisera jamais le Maroc. Pendant ce temps, en coulisses, il rachète en secret la dette marocaine qui ne vaut rien. Et bien sûr, une fois qu'ils ont tout raflé, le gouvernement annonce que la France prend le contrôle du pays. La valeur de la dette explose et ils empochent des fortunes. C'est ça le génie de Maupassant. Il ne décrit pas juste un scandale, il dissèque le mécanisme intemporel du délit d'initié. Le journal n'est pas un journal, c'est un outil pour fabriquer la réalité et s'enrichir dessus. Duroy a eu droit à une petite part du gâteau, grâce à sa liaison, mais ce sont des miettes. Et en voyant la richesse obscène de son patron, il est pris d'une rage folle. La jalousie le dévore. Il ne veut plus une part du gâteau, il veut la boulangerie tout entière. Et il comprend que pour l'avoir, il n'y a qu'une seule solution. Il doit épouser la fortune des Walter. Son plan devient diabolique. Pour épouser la fortune, il doit épouser l'héritière, la plus jeune fille, Suzanne. Mais il y a 2 obstacles. Le premier, il est marié à Madeleine. Le deuxième, c'est que la mère de Suzanne n'est autre que sa maîtresse, Virginie. Qu'il s'apprête à trahir de la manière la plus cruelle qui soit. Pour le premier obstacle, il va tendre un piège d'une perversité totale.
Il soupçonne sa femme de le tromper avec le ministre des Affaires étrangères, il organise un flagrant délit d'adultère avec un commissaire de police, il l'humilie publiquement, elle et son amant, et ça lui donne un prétexte en or pour demander le divorce. La place est libre. En apparence, oui. Mais en se débarrassant de Madeleine, il se prive de son plus grand atout. Madeleine, c'était son cerveau, son architecte politique. En la trahissant, il gagne une héritière naïve, mais il perd la partenaire stratégique qui a fait de lui ce qu'il est. C'est peut-être sa première véritable erreur. Exactement. Le champ est libre, mais la partie n'est pas encore gagnée. Non, parce qu'il reste l'autre obstacle, la mère, Virginie Walter. Quand elle comprend que l'homme qu'elle aime passionnément veut épouser sa propre fille, sa passion se transforme en haine, une haine féroce. Douillé face à un mur, les parents refusent catégoriquement. Alors, il jouit son va-tout, son coup le plus audacieux. Il organise l'enlèvement de Suzanne. Avec son consentement, bien sûr. Il la persuade de s'enfuir avec lui, en jouant sur son côté romanesque d'adolescente. C'est un scandale public qui forcera la main des parents pour éviter le déshonneur. Mais la question se pose, cet homme qui a tout obtenu par la manipulation, est-ce que son château de cartes ne risque pas de s'effondrer au moment du triomphe final ? Et le triomphe est total. Le mariage a lieu. C'est l'événement mondain de l'année. Toute la société parisienne est là. Le président, les ministres, lui, l'ancien gratte-papier, est au sommet du monde. Mais alors qu'il remonte l'allée, au bras de sa jeune épouse, au zénith de sa gloire, son regard croise celui de Clotilde Marelle, son ancienne maîtresse. Et la toute dernière phrase du roman nous livre sa pensée. Il songe déjà au plaisir de la retrouver, elle, le soir même. La conquête ne s'arrête jamais. Et c'est là que réside toute la force de ce récit. L'ascension est terminée, mais la fin, elle, est intacte. Ce qui laisse une question en suspens, une question qui nous hante encore aujourd'hui. Dans une société obsédée par les apparences, le pouvoir et l'argent, un personnage comme Georges Duroy est-il une exception monstrueuse ou simplement le produit le plus logique, le plus abouti du système ? Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.